Prof, je voulais vous dire adieu. J'ai aimé passer avec vous, mais je sens que la fin est proche. Ah, ça, c'est Nathanaël qui m'écrit depuis un avion. Nat déteste l'avion. C'est un gros phobique, comme un tiers des passagers d'ailleurs. Le pauvre, il est angoissé comme un malade dès l'arrivée à l'aéroport. Désolée, mais il faut mettre ça en soute, madame. Non, j'en ai besoin. Les phobiques de l'avion craignent évidemment le crash. Et l'avant-goût fréquent du crash, selon eux, ce sont les turbulences. C'est rigolo. Quand il y a une turbulence, le phobique croit à un trou d'air dans lequel va sombrer l'avion. Ça leur apprendra à partir en vacances quand le pays est en crise. D'ailleurs, voici comment le phobique imagine ce qui se passe dans le cockpit. Braque, petit, braque. Je peux pas! En fait, lors d'une turbulence, l'avion ne chute pas, il descend juste d'une dizaine de mètres. Et côté pilote, ça se vit plutôt bien. Ça alors? Cassandra Deschty a trompé Jean Brice. Ah ouais? Avec qui? Eh bien, je peux pas vous dire, commandant. Ah, saloperie de turbulence! Sacré Nathanaël, faut visualiser le truc autrement. La turbulence est au pilote, ce que la houle est au marin, à la différence que la vague, elle, se voit. Mais Dad, il y a 42 élèves de 6e qui gerbent à l'arrière. Gosh! Saloperie de gosse! Les pilotes, eux, ne voient pas les turbulences, mais ils peuvent essayer d'éviter de traîner dans les gros cumulonimbus susceptibles d'en provoquer. Chef, un gros cumulo. Ah, shit! J'essaie de l'éviter! Bien joué, Dougie. C'était moins une. Les turbulences peuvent aussi être dues à des montagnes que le pilote, si son plan de vol le permet, peut facilement contourner. J'adore ce film. Les survivants, c'est génial. Enfin, il y a les flux d'air chaud ascendant et d'air froid descendant qui peuvent secouer l'avion, mais bon, regardez comme ils sont mignons. Franchement, il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un fromage. Plutôt que d'imaginer me faire des heures sup alors que je suis en vacances, tapez Tu m'auras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, rassurez-moi. Est-ce vraiment utile de mettre du papier toilette sur les lunettes des WC avant de poser mes fesses dessus? Vous avez probablement remarqué qu'il y a toujours plus de files d'attente devant les toilettes des femmes que celles des hommes. D'un côté, c'est vrai que les femmes ont des vessies plus petites que celles des hommes, mais c'est surtout à cause d'une manie pratiquée par 12% d'entre elles, qui consiste à protéger leurs petites fesses de la lunette des WC avec 72 cm de papier toilette, ce qui prend un temps fou. Mais est-ce utile d'emballer une cuvette comme Christo emballe des ponts? Pour la plupart des gens, les toilettes, c'est sale et dangereux. C'est le lieu de toutes les orgies bactériennes, une sorte de zone sinistrée, occupée par des germes ravagés qui proviennent de fesses d'inconnus forcément plus sales que nous. Ils pensent donc que si leur peau entre en contact avec la lunette, une horde de microbes, tels des zombies affamés, vont littéralement les attaquer. Ou pire, que les microbes vont entrer dans leur corps. Les gars, on va chercher une grotte et y faire un feu pour la nuit. Une grotte! Pour éviter ça, 85% des femmes pratiqueraient la miction en vol stationnaire. Bref, chacun a sa technique pour éviter le contact. Or, il faut relativiser. Les spécialistes disent souvent que si des extraterrestres jugeaient nos ustensiles en fonction de leur niveau d'hygiène, ils se planteraient grave. D'après mon bactérimètre, je dirais que c'est ici que les humains font leur vaisselle. Toutes ces choses doivent être des déchets. Ouh là là! Et là, je crois avoir trouvé l'endroit où ils font leurs besoins. Eh oui, les filles, pendant que vous faites de la voltige au-dessus de WC régulièrement nettoyé à l'eau de Javel, des résidus de chasse d'eau vont tomber sur votre sac, qui lui repose sur un sol souvent sale.
Ensuite, vous allez le prendre à pleine main, ce sac. Puis, vous vous toucherez immanquablement le visage, chose qu'on fait tous environ 5 fois par minute. Ce qui est beaucoup plus risqué que de poser ses fesses directement sur une lunette de WC. Plutôt que de bloquer la file des toilettes avec des fausses lubies, nettoyez bien votre clavier et tapez « Tu m'auras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Salut Moustache, je viens de voir un truc de ma boule. Il y a des gars qui volent dans un avion. Sans déconner, j'y crois pas, c'est quoi ce délire? Le monde l'ignore, mais il y a très longtemps, dans le jardin d'Éden, régnait la pesanteur. Et puis un jour, un truc a vachement contrarié Dieu. Qui a mangé ma pomme? Vous savez combien ça coûte des pommes bio? Il décida de punir l'humanité. Ainsi créa-t-il cette fichue gravité terrestre qui nous pourrit l'existence. Les seules et rares manières d'être en apesanteur sont soit d'aller dans l'espace, mais c'est compliqué, soit de monter dans un avion zéro gravité. S'il dessine des paraboles, à chacune d'elles, tous les passagers se retrouvent en microgravité pendant une vingtaine de secondes. Car finalement, l'apesanteur, c'est être en chute libre. Ces vols sont des labos et servent la recherche dans plein de domaines. Et oui, sur Terre, on peut agir sur la température, la pression ou le temps, mais pas sur la gravité. Attention, sécurité oblige, les installations scientifiques doivent être rembourrées de mousse. 15 années que je prépare cette expérience. Je vais enfin savoir si Dieu existe. Oula! Oula! Ah! Ouch! Alors, Dieu existe? Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Fuck la recherche! Il peut y aller. Les installations sont prévues pour résister à des chocs de 9G. La pesanteur, c'est marrant en soi. Mais le cerveau, lui, ça ne le fait pas rire du tout. Il panique un peu. Gauche, droite, non, ça c'est le haut, hein. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il se croit littéralement empoisonné. Alors, il déclenche, faute de mieux, la gerbe. Sans médicaments, une personne sur deux est malade en apesanteur. Vous remarquerez aussi que les astronautes ont souvent le visage un peu bouffi. Sur Terre, le cœur lutte contre la gravité pour envoyer du sang au cerveau, alors que celui qui va dans les jambes tombe tout seul. Mais en apesanteur, le cœur continue à envoyer plus de sang à la tête. D'où la face toute bouffie. Dans un vol parabolique, on ne reste que 30 secondes en apesanteur, au bout desquelles il faut vite se remettre dans le bon sens, sinon... Si vous voulez tester un vol en apesanteur, n'oubliez pas un sac en papier et tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Hey yo, prof, j'aimerais trop devenir astronaute. Ce sont des mecs super et toutes les femmes les adorent, hein? Non? Non? On s'imagine souvent les astronautes comme des hommes infaillibles. Il est 5h00. Vif, avec du courage plein les chaussettes, mystérieux, intrépide, surdoué, Tu pars déjà? Oh, tu sortiras par la porte cette fois? limite un peu casse-couille. Sorry, baby, le devoir m'appelle. Évidemment, pas n'importe qui peut aller dans l'espace. Les astronautes ont donc toujours suscité l'admiration de tous. Arrêtez! Je me suis juste pris 20 G. Oh, c'est rien. Enfin, de tous, sauf des psys. Je suis trop cool. Ce type a un ego gros comme Uranus. Les psys craignaient que les astronautes perdent la tête une fois en orbite. Waouh! En voyant pour la première fois la Terre d'aussi loin. Ce phénomène a d'ailleurs un nom, le Breakaway Effect. Et il se manifeste soit par une totale euphorie, C'est trop beau! soit par une angoisse très forte. Ok, buddy. Vas-y, raconte-nous ce que tu vois. Je vois du pipi. Je me suis pissé dessus. Ok, buddy. Mais là, il y a une classe de CM2 qui est venue te poser des questions, alors... M'aider, je sors les gars, je vais promener le kleps. L'astronaute peut aussi être atteint par un autre trouble qui a lieu lors des sorties extravéhiculaires, le VA vertigo. Ah, je tombe, je vais mourir. Ah. En gros, l'astronaute a l'impression de chuter à la vitesse de 27 000 km/h vers la Terre, qui tourne 400 km plus bas.
la vache! Même une fois rentré dans son vaisseau, l'astronaute n'est pas non plus à l'abri d'un VRI. Traduisible par illusion de réorientation visuelle. En apesanteur, le cerveau fait ce qu'il peut pour interpréter l'environnement. Où est le haut, le bas? Mais si un objet, voire un collègue, vient troubler cet ordre éphémère, il peut provoquer un VRI. Le cerveau est perdu et l'astronaute, soudain barbouillé, vomit d'un coup. Ça ne vous rappelle rien? Coucou bébé! Houston, elle m'a provoqué une VRI. Oh! Rototo! Wouhou! Mayday! Je suis en 9/1 vertigo, là. Breakway effect. Je ne vois plus ma maison. Si vous voulez vraiment savoir comment se passe la formation d'un astronaute, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je me demande pourquoi, quand je suis au milieu d'une foule, je me sens misérable, alors qu'individuellement, je suis quelqu'un de formidable. Savez-vous qu'il existe des scientifiques qui observent nos déplacements collectifs? Fascinant. Ces chercheurs savent depuis longtemps que les humains, quand ils sont dans un groupe supérieur à 4, vont former un U inversé pour mieux communiquer entre eux. Ce groupe va diminuer de 17% le flot de piétons derrière eux, marchant à 4,5 km/h. Eh oui, c'est précis! Savoir ce genre de détails permet aux scientifiques de faire des simulations de foule et de voir dans quel cas ça va coincer. Ils se sont rendus compte que dans les espaces où les portes sont mal fichues, les gens s'agglutinent en arc. Ceux de la périphérie poussent comme des sagouins, pendant que les gens au milieu sont écrabouillés. Contre les murs, les pressions subies sont si fortes qu'elles peuvent atteindre, en cas de panique, 4,450 newtons par mètre carré. Pour éviter ça, on va soit ajouter plein de sorties de secours plutôt qu'une seule grosse issue, soit placer des colonnes ou des poteaux devant le passage pour vraiment alléger les pressions. Aïe! En plein milieu du chemin, bravo, hein! La psychologie de foule débuta en 1895 grâce à Gustave Le Bon. La foule est conduite exclusivement par l'inconscient. Ça veut dire que les gens ne réfléchissent plus quand ils sont mêlés à une foule. En 1957, le docteur James Tyers étudia la question. Si ce même groupe décervelé panique, la majorité aura une réaction stéréotypée. Ça bouille! 10 à 25% auront une réponse inadaptée et 1 à 2% agiront même de manière psychotique. Ils peuvent même devenir stuporeux. Vestiaire, crampon, la chaussette sent bon. C'est pour ça que la maréchaussée veut tout le temps disperser la foule, pour que chacun retrouve ses esprits. Dispersez-vous, les poètes! Plutôt que de vous balader en troupeau! Tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.